Lucien de Samosate. Histoire vraie A et B. Première partie. Histoire vraie A. Ceux qui pratiquent l'athlétisme et prennent un soin actif de leur corps ne se soucient pas seulement de leur forme et des exercices physiques, mais aussi de la détente prise en temps utile. Ils la considèrent comme la partie principale de leur entraînement. De même, ceux qui se sont consacrés aux lettres doivent, à mon avis, après la lecture assidue des textes sérieux, détendre leur esprit et le rendre ainsi plus vigoureux pour l'effort à venir. Ils peuvent trouver une récréation appropriée en s'attachant aux lectures qui ne procureront pas seulement le pur divertissement fruit de l'humour et du bon goût, mais offriront aussi une vision qui ne sera pas indigne des muses. Tel est, je pense, le sentiment qu'on aura en lisant les ouvrages que voici. Car ce n'est point seulement le caractère étranger du sujet, ni l'agrément du projet qui les séduira, ni le fait que nous y avons exposé des mensonges variés de façon convaincante et vraisemblable. Mais c'est aussi que chaque détail du récit est une allusion, non dépourvue d'intention comique, à certains poètes, historiens, philosophes d'antan, dont les ouvrages contiennent beaucoup de prodiges et de fables. Je les citerai bien par leur nom, si tu ne devais les identifier toi-même à la lecture. Il y a, entre autres, Ctésias de Cnide, fils de Ctésiocos, qui écrivit sur le pays des Indiens et sur ce qui s'y trouve, des choses qu'il n'avait ni vues, ni entendues de la bouche d'un tiers véridique. Iamboulos, aussi, fit quantité de récits extraordinaires à propos de la Grande Mère. Tous virent bien qu'il avait forgé un récit mensonger, sans que le sujet traité fût déplaisant pour autant. Beaucoup d'autres prirent le même parti, et consignèrent comme ayant été vécues personnellement des courses errantes et lointaines, en décrivant des bêtes énormes, des hommes cruels, des genres de vie singuliers. Le chef de file, et le maître en faribole de ce genre, fut l'Ulysse homérique, qui, dans ses récits à la cour d'Alkinoos, parlait de vents réduits en esclavage, de créatures à l'œil unique, d'hommes mangeurs de chair crue et sauvage, d'animaux à plusieurs têtes et des métamorphoses de ses compagnons sous l'effet de philtres. Tels furent les nombreux contes prodigieux qu'il fit aux Phéaciens qui n'y connaissaient rien. J'ai lu tous ces auteurs, sans trop leur reprocher de mentir, vu que c'est déjà pratique courante même chez ceux qui font profession de philosopher. Mais j'étais étonné qu'ils aient cru pouvoir écrire des choses fausses sans qu'on s'en aperçût. C'est pourquoi, moi aussi, par vaine gloire, j'ai tenu à transmettre quelque chose à la postérité, et je ne veux pas être le seul privé de la liberté d'affabuler. Puisque je n'avais rien de vrai à raconter, n'ayant jamais rien vécu d'intéressant, je me suis adonné au mensonge, avec beaucoup plus d'honnêteté que les autres, car je dirais la vérité au moins sur un point, en disant que je mens. Je crois ainsi que j'éviterai les accusations des autres, en reconnaissant moi-même que je ne dis rien de vrai. Bref, j'écris sur des choses que je n'ai ni vues, ni vécues, ni apprises d'autrui, et en outre qui n'existent en aucune façon et ne peuvent absolument pas exister. Les lecteurs ne doivent donc nullement ajouter foi à tout cela. Un beau jour, parti des colonnes d'Héraclès, et faisant voile vers l'océan du Ponant, je naviguais par vent favorable. Le motif et l'objet de mon voyage étaient la curiosité de mon esprit, le désir de nouveauté, la volonté de connaître l'extrémité de l'océan et de savoir quel peuple habite au-delà. Dans cette intention, j'avais embarqué force provisions, chargé de l'eau en suffisance, et recruté 50 compagnons qui avaient le même âge et le même projet que moi. De plus, je m'étais procuré une assez grande quantité de matériel. J'avais pris avec moi le meilleur pilote,
et j'avais fait consolider mon navire, c'était un bateau léger, en vue d'une navigation longue et agitée. Nous naviguâmes pendant un jour et une nuit, par vent favorable, encore en vue de la terre, et nous gagnâmes le large fort calmement. Mais le lendemain, au lever du soleil, le vent augmenta, le flot s'enfla, le temps s'assombrit, et il n'était même plus possible de carguer la voile. Nous nous confiâmes au vent, et nous abandonnâmes à lui. Nous fûmes ballottés par la tempête 79 jours durant. Mais soudain, le 80e, le soleil brilla. Nous aperçûmes assez proche une île élevée et boisée. Le flot qui l'entourait résonnait doucement. Déjà le fort de la tempête s'apaisait. Nous abordâmes et débarquâmes, et comme il est normal après de longues tribulations, nous restâmes étendus un long moment sur le sol. Cependant nous nous relevâmes, et nous choisîmes 30 d'entre nous pour rester à la garde du vaisseau, et 20 pour m'accompagner vers l'intérieur, afin d'observer les particularités de l'île. Nous nous éloignâmes de la mer d'environ 3 stades, soit 530 mètres, à travers bois, et nous vîmes une stèle en bronze, avec une inscription en lettres grecques, indistinctes et effacées, dont voici le texte. Jusqu'ici sont parvenus Héraclès et Dionysos. Il y avait aussi, à proximité, 2 empreintes sur le rocher, l'une d'un flètre, soit 30 mètres, l'autre moins grande. À mon avis, la plus petite appartenait à Dionysos, la seconde à Héraclès. Quoi qu'il en soit, après nous être prosternés, nous poursuivîmes notre chemin. Nous n'avions pas encore beaucoup avancé quand nous arrivâmes au bord d'un fleuve où coulait du vin, passablement semblable à celui de Chios. Son cours était abondant et large, de sorte qu'il était même navigable par endroits. Alors nous décidâmes de prendre plus au sérieux l'inscription de la stèle, puisque nous constations les signes du passage de Dionysos. Je décidai de rechercher l'origine du fleuve, et je remontai le long du courant, sans lui trouver de source, sinon des pieds de vigne nombreux et grands, chargés de grappes. Auprès de chaque racine s'écoulait goutte à goutte un vin limpide, et le fleuve en naissait. On pouvait y voir aussi nombre de poissons, qui avaient une couleur et un goût tout à fait semblables à ceux du vin. En tout cas, après en avoir pêché et mangé, nous fûmes ivres. D'ailleurs, en les ouvrant, nous les trouvions pleins de lis. Plus tard, nous pensâmes aux autres poissons, ce qui sortait de l'eau, et en les mélangeant aux premiers, nous pûmes atténuer la force de cette nourriture vineuse. Alors nous traversâmes le fleuve en un endroit guéable, et nous trouvâmes une sorte de vigne prodigieuse. La partie tenant au sol, le cep proprement dit, était d'une belle venue et robuste. Vers le haut, c'étaient des femmes, en tout point parfaites au-dessus de la taille, telles qu'on représente chez nous Daphné se transformant en arbre au moment où Apollon la rattrape. Au bout de leurs doigts poussaient les sarments chargés de grappes. Et, ma foi, leur tête avait pour chevelure des vrilles, des feuilles, des grappes. À notre approche, elles nous saluaient et nous tendaient les bras, s'exprimant tantôt en langue lydienne, tantôt en langue indienne, le plus souvent en grec. Elles essayaient de nous embrasser sur la bouche, mais celui qui recevait le baiser était aussitôt enivré et titubant. Pourtant, elles ne permettaient pas que l'on cueillît du raisin et criaient de douleur si on en arrachait. Certaines même désiraient s'unir à nous. 2 de nos compagnons étant allés tout contre elles, ne purent s'en détacher. Ils restèrent attachés par le sexe. Ils se fondirent à elles et prirent racine avec elles. Déjà leurs doigts avaient poussé en sarment et enlacés par les vrilles. Ils étaient bientôt destinés, eux aussi, à produire du raisin. Nous les abandonnâmes pour fuir vers le bateau. À notre retour, nous racontâmes à ceux qui étaient restés en arrière, entre autres aventures, la fusion de nos compagnons avec la vigne. Puis, ayant fait provision d'eau avec des amphores et en même temps tiré du vin du fleuve, nous campâmes tout près sur la plage. Dès l'aurore, nous gagnâmes le large par une brise légère. Vers midi, l'île avait disparu, et soudain survint un ouragan qui fit tournoyer le bateau et le projeta dans les airs jusqu'à environ 300 stades, soit 53 kilomètres, sans le laisser redescendre sur la mer. Il restait suspendu en l'air, un vent tombant sur la voilure et gonflant la toile l'emportait. « 7 jours durant, et autant de nuits,
Nous poursuivîmes notre course aérienne. Le 8e jour, nous vîmes une grande terre dans l'espace, une sorte d'île brillante, sphérique et resplendissant d'une grande lumière. Nous étant approchés d'elle et nous étant amarrés, nous débarquâmes. En examinant le pays, nous découvrîmes qu'il était habité et cultivé. Pendant le jour, depuis l'endroit où nous étions, nous ne distinguâmes rien, mais la nuit tombée, nous vîmes apparaître beaucoup d'autres îles proches, plus grandes ou plus petites, d'une couleur semblable à celle du feu, et plus bas, une autre terre qui portait des cités, des fleuves, des mers, des forêts, des montagnes. Nous supposâmes que c'était notre propre terre. Nous décidâmes d'avancer plus loin dans le pays, et nous rencontrâmes ceux qu'on appelle là-bas hippogipes, vautours-chevaux, lesquels nous arrêtèrent. Ces hippogipes sont des hommes qui chevauchent de grands vautours. Ils utilisent ces oiseaux comme monture. Ces vautours sont grands et ont en général 3 têtes. On peut connaître leur taille par le détail suivant. Chacune de leurs plumes est plus longue et plus grosse que le mât d'un grand navire marchand. Ces hippogipes ont pour mission de voler tout autour du pays et de conduire devant le roi tout étranger qu'ils trouvent. C'est pourquoi ils nous arrêtèrent et nous conduisirent devant lui. Celui-ci nous examina et, se fondant sur nos vêtements, il nous dit « Êtes-vous des Grecs étrangers ?» Nous en convînmes. « Comment donc êtes-vous parvenus ici ?» dit-il, après une si longue traversée aérienne. Nous lui racontâmes alors toute l'affaire. À son tour, il nous fit connaître en détail sa propre histoire. C'était un homme, lui aussi, nommé Endymion. Un jour, il avait été enlevé de notre terre, pendant son sommeil. Il était arrivé ici, et il était devenu roi du pays. Il ajouta que ce pays était la lune, celle que nous voyons d'en bas. Il nous engagea à avoir confiance et à ne craindre nul danger, car nous disposerions de tout ce dont nous avions besoin. « Et si je gagne la guerre, que je conduis contre les habitants du soleil, dit-il, vous passerez chez moi la vie la plus heureuse du monde. » Nous lui demandâmes qui étaient ses ennemis, et quelle était la cause du conflit. « C'est Phaéton, dit-il, le roi des habitants du soleil. Celui-ci est habité tout comme la lune. Il nous fait la guerre depuis fort longtemps. Il a commencé pour la raison suivante. J'avais rassemblé naguère les gens les plus démunis de mon empire, et je voulais envoyer une colonie vers l'étoile du matin qui est déserte et inhabitée. Or, Phaéton, par jalousie, empêcha cette colonisation en nous affrontant à mi-chemin sur ces hippomyrmèques, fourmis-chevaux. Nous fûmes vaincus à l'époque, car nous n'avions pas les forces suffisantes pour leur tenir tête, et nous battîmes en retraite. Mais à présent, je veux reprendre l'offensive et fonder ma colonie. Si vous le voulez participer à notre expédition, je vous fournirai des vautours royaux, un par homme, ainsi que le reste de l'équipement. Demain, nous partirons. D'accord, dis-je, puisque tel est ton bon plaisir. Alors, nous fûmes reçus à sa table, et nous demeurâmes chez lui. Dès l'aurore, nous nous levâmes, et nous rangeâmes en ordre de bataille, car les éclaireurs signalaient la proximité des ennemis. Les effectifs de l'armée se montaient à 100 000, sans compter les valets, les préposés aux machines, les fantassins et les troupes auxiliaires. Sur ce nombre, il y avait 80 000 hippogipes et 20 000 cavaliers montés sur des lachanoptères, ailes de légumes. Il s'agit d'oiseaux géants entièrement couverts de légumes en guise de plumes, et dont les ailes ressemblent tout à fait à des feuilles de laitue. Ensuite étaient rangés les cancroboles, lanceurs de millets, et les scorodomaques, guerriers à la gousse d'ail. Endymion reçut le renfort de gens de la Grande Ourse, 30 000 psilotoxotes, archers montés sur puces, et 50 000 anémodromes, coureurs des vents. Les psilotoxotes chevauchent des puces de grande taille, d'où leur nom. Les puces ont la taille de 12 éléphants. Les anémodromes sont des fantassins qui se déplacent sans ailes dans les airs. Voici leur mode de locomotion. Ils ont des tuniques tombant jusqu'aux pieds. Ils les retroussent et laissent le vent les gonfler comme des voiles. Ainsi, ils sont emportés tels des bateaux. D'ordinaire, au combat, ces gens-là sont des peltastes. On annonçait encore l'arrivée, venant des étoiles qui sont au-dessous de la Cappadoce, de 70 000 strutobalanes, glands de moineaux, et de 5 000 hippogéranes, grues chevaux. Je ne les ai pas vus, car ils ne vinrent pas. Par conséquent, je n'ose même pas décrire leur aspect, tant était prodigieux et incroyable ce qu'on disait à leur sujet. Telles étaient les forces d'Endymion. Tous les hommes possédaient un équipement identique. Casques creusés dans des fèves, elles sont grosses et solides chez eux.
Cuirasses plaquées d'écailles, toutes en lupin, ils cousent l'écosse des lupins pour faire des cuirasses, car là-bas, ces cosses sont comme de la corne et ne peuvent être brisées. Boucliers et épées, semblables à ceux des Grecs. Le moment décisif venu, voici comment ils se rangèrent en bataille. À l'aile droite, les hippogrippes et le roi entourés des plus braves, nous en étions. À l'aile gauche, les lacanoptères, au centre, les alliés placés comme chacun l'entendait. L'infanterie comptait environ 60 millions d'hommes, disposés de la façon suivante. Il y a, là-bas, quantité de grosses araignées, chacune beaucoup plus grande que les îles des Cyclades. Le roi leur ordonna de tisser une toile entre la lune et l'étoile du matin. Dès qu'elles eurent achevé le travail et fabriqué une plaine, il y rangea l'infanterie. À leur tête était Nyctérion, Nocturne, fils de Dianax, prince du beau temps, ainsi que 2 autres chefs. Chez les ennemis, à l'aile gauche, autour de Phaéton, se trouvaient des hippomyrmèques, fourmis chevaux. Il s'agit de bêtes immenses, ailées, pareilles à nos fourmis, à part la taille. La plus grande atteint 2 flètres, soit 60 mètres de long. Ce n'était pas seulement leurs cavaliers qui combattaient, mais les montures aussi, grâce surtout à leurs antennes. On disait qu'il y en avait environ 50 000. À leur aile droite, on avait posté des aéroconopes, moustiques aériens, 50 000 environ eux aussi, tous des archers montés sur de grands moustiques. À leur suite, les aérocordas, bouffons aériens, fantassins légers, ce qui ne les empêchait pas d'être fort combatifs. Ils lançaient à distance d'énormes raies forts, avec leurs frondes. Quand on était touché, on ne pouvait résister ne serait-ce qu'un court instant, et l'on mourait à cause de la mauvaise odeur qui émanait de la blessure. On disait qu'ils enduisaient leurs projectiles de suc de mauve empoisonné. À leur côté étaient postés les colomycètes, champignons-tiges, hoplites pratiquant le corps à corps, au nombre de 10 000. On les appelait colomycètes parce qu'ils utilisaient des boucliers faits de champignons et des lances en tiges d'asperges. Auprès d'eux se tenaient les cynobalanes, glands chiens, envoyés à Phaéton par les habitants de Sirius, 5 000 hommes à face de chiens, combattant sur des glands ailés. On disait que chez ses alliés aussi il y avait des retardataires, les frondeurs qu'ils faisaient venir de la Voie lactée et les néphélocentaures, centaures des nuages. Ces derniers arrivèrent quand le combat était déjà décidé, si seulement ils avaient pu ne pas venir. Quant aux frondeurs, ils ne se présentèrent même pas. C'est pourquoi on dit que par la suite, Phaéton, furieux contre eux, incendia leur pays. Telles étaient les forces avec lesquelles Phaéton s'avançait. On en vint au corps à corps, lorsque les étendards furent levés et que les ânes dans chaque camp eurent fait entendre leurs braiements. Ils en usent comme trompettes. On combattit. La gauche des Zéliotes prit aussitôt la fuite, avant même de recevoir la charge des hippogrippes. Nous les poursuivîmes et les exterminâmes. Mais leur droite l'emportait sur la gauche de notre armée, et les aéroconopes s'avancèrent dans leur poursuite jusqu'à notre infanterie. Alors celle-ci intervint. Ils plièrent et s'enfuirent, surtout quand ils virent la défaite de leur aile gauche. Quand la déroute fut évidente, beaucoup d'hommes furent faits prisonniers vivants. Beaucoup aussi furent tués. Le sang coulait à flots sur les nuages, au point qu'ils en furent teintés et qu'ils apparurent tout rouges, comme on les voit chez nous au coucher du soleil. Le sang ruisselait aussi en abondance sur la terre, et je me demandais si quelque phénomène de ce genre ne s'était pas produit là-haut, jadis, faisant croire à Homère que Zeus avait fait pleuvoir du sang à l'occasion de la mort de Sarpédon. En revenant de la poursuite, nous dressâmes 2 trophées, l'un sur la toile d'araignée pour le combat d'infanterie, le second sur les nuages pour le combat aérien. Nous venions de le faire quand les guetteurs annoncèrent l'approche des néphélocentaures, qui auraient dû rejoindre Phaéton avant la bataille, et l'on vit avancer, spectacle extraordinaire, ces êtres composés de chevaux ailés et d'hommes. Leur taille d'homme, au-dessus de la ceinture, égalait celle du colosse de Rhodes, la partie chevaline, celle d'un grand navire marchand. Leur nombre, je ne le rapporte pas de peur qu'on ne le juge incroyable tant il était grand. À leur tête était le Sagittaire du zodiaque. Quand ils voient la défaite de leurs amis, ils font dire à Phaéton de reprendre l'attaque. Eux-mêmes, s'étant rangés en ordre de bataille, tombent sur les Sélénites en pleine confusion, dispersés, occupés à la poursuite et au pillage. Ils les mettent tous en déroute et pourchassent le roi en personne jusqu'à la ville, tuant la plupart de ses oiseaux. Ils renversèrent aussi les trophées et ratissèrent entièrement la plaine tissée par les araignées. Ils me firent prisonnier, ainsi que 2 de mes compagnons.
Déjà Phaéton arrivait et ses hommes, à leur tour, dressaient d'autres trophées, tandis que nous étions emmenés le jour même vers le soleil, les deux mains attachées dans le dos par un morceau de toile d'araignée. Les ennemis décidèrent de ne pas assiéger la ville, mais ils s'en retournèrent et coupèrent l'espace intermédiaire par un mur pour empêcher les rayons du soleil de passer jusqu'à la lune. Ce mur était double, fait de nuages, si bien qu'une véritable éclipse eut lieu, qui couvrit la lune tout entière d'une nuit permanente. Accablé par ces événements, Endymion envoya une députation pour demander instamment de démolir cette construction et de ne pas les forcer à vivre dans les ténèbres. Il promettait de payer tribut, de faire alliance avec eux, de cesser la guerre, et il acceptait de leur donner des otages en garantie. Phaéton et les siens réunirent par 2 fois une assemblée. La première fois, ils ne relâchèrent pas leur colère, mais le lendemain, ils changèrent d'avis. On fit donc la paix selon les termes suivants. Voici les clauses du traité conclu par les Zéliotes et leurs alliés avec les Sélénites et leurs alliés. Que les Zéliotes démolissent le mur de séparation et n'envahissent plus la lune. Qu'ils rendent les prisonniers, chacun moyennant une somme convenue. Que les Sélénites laissent leur autonomie à tous les autres astres et n'attaquent plus les Zéliotes, et que les 2 parties se prêtent assistance mutuelle en cas d'attaque d'un tiers. Que le roi des Sélénites verse chaque année un tribut au roi des Zéliotes, 10 000 amphores de rosée, et donne en otage 10 000 Sélénites. Qu'ils envoient en commun la colonie vers l'étoile du matin et que puissent y participer tout volontaire des autres peuples. Qu'on inscrive le traité sur une stèle d'ambre qui sera dressée au milieu de l'air, sur la frontière commune. Ont juré, pour les Zéliotes, Pyronides, fils du brûlant, Térithès, estival, Phlogios, enflammé, pour les Sélénites, Nyctor, nocturne, Ménios, mensuel, Polylampès, brille bien. Ainsi fut conclue la paix. Aussitôt après, le mur fut détruit, et on nous restitua, nous qui étions prisonniers. Lorsque nous arrivâmes dans la lune, nous vîmes venir à notre rencontre et nous embrasser en pleurant nos compagnons, ainsi qu'Endymion en personne. Il voulait que je reste chez lui et participe à la colonie avec promesse de me donner en mariage son propre fils, car il n'y a pas de femme chez eux. Je ne me laissais pas convaincre, et je demandais à être renvoyé en bas sur la mer. Quand il comprit qu'il était impossible de me persuader, il nous laissa partir après nous avoir offert l'hospitalité pendant 7 jours. J'aimerais maintenant rapporter les choses extraordinaires et surprenantes que j'ai observées durant mon séjour sur la Lune. D'abord, le fait que ses habitants ne naissent pas de femmes, mais de mâles. Ils pratiquent le mariage entre mâles et ignorent absolument jusqu'au nom de femmes. Avant 25 ans, chacun tient lieu d'épouse, et ensuite, il devient l'époux. La gestation ne se fait pas dans le ventre, mais dans le mollet. L'embryon, une fois conçu, la jambe grossit. Un certain temps après, on l'ouvre, et on en extrait un fœtus mort. On l'expose au vent, bouche ouverte, et on le ramène ainsi à la vie. Il me semble que les Grecs ont tiré de là le nom du mollet, gastrocnémie, parce que chez les Sélénites, c'est lui qui remplace le ventre pour porter le fœtus. Mais je vais raconter encore plus fort que cela. On trouve chez eux une race d'hommes appelés dendrites, hommes des arbres, qui naissent de la façon suivante. On coupe le testicule droit d'un homme et on le plante dans le sol. Il en pousse un très grand arbre, fait de chair et semblable à un phallus. Il a des branches et des feuilles, et ses fruits sont des glands longs d'une coudée. Quand ils sont mûrs, on les cueille et on les casse pour en faire sortir les hommes. Ceux-ci ont des sexes postiches, certains d'ivoire, d'autres, les gens pauvres, de bois. Ils s'en servent pour saillir leurs partenaires et s'unir avec eux. Lorsqu'un homme a atteint la vieillesse, il ne meurt pas, mais se dissout comme une fumée et se change en air. Tous se nourrissent de la même façon. Ils allument du feu et font griller des grenouilles sur les braises. Il y en a quantité chez eux qui volent dans les airs. Pendant qu'elles grillent, on s'assoit autour du feu exactement comme autour d'une table. On avale la fumée qui s'exhale et on s'en régale. Telle est leur nourriture. Quant à leur boisson, c'est de l'air comprimé dans une coupe, sécrétant un liquide pareil à la rosée. Pourtant, ils n'urinent ni ne défèquent, car ils ne sont pas percés au même endroit que nous. Et les jeunes garçons n'offrent pas leur derrière pour la relation sexuelle, mais leur jarret au-dessus du mollet, car c'est l'endroit où ils sont percés. Chez eux, on juge beau quiconque est chauve et sans cheveux. Bien plus,
Ils abominent les chevelus. Au contraire, dans les comètes chevelues, on juge beaux les chevelus. Il y avait des visiteurs qui faisaient des récits à ce sujet. Par ailleurs, les Sélénites ont une barbe qui pousse un peu au-dessus du genou. Ils n'ont pas d'ongles aux pieds et possèdent tous un orteil unique. Au-dessus des fesses, ils poussent à chacun un grand rai fort, comme une queue qui est toujours vert et qui ne se casse pas quand on tombe à la renverse. Quand ils se mouchent, il sort de leur nez du miel très âcre. Quand ils travaillent au fond de l'exercice, ils suent du lait par tout le corps et le font cailler pour avoir du fromage, en versant dessus quelques gouttes de miel. Ils tirent des oignons, une huile très grasse, qui sent aussi bon que du parfum. Leurs nombreuses vignes produisent de l'eau, car les grains des grappes ressemblent à des grêlons. Selon moi, c'est quand un coup de vent secoue ces vignes et que les grappes éclatent que la grêle tombe sur nous. Leur ventre leur sert de sac pour y mettre ce dont ils ont besoin, car il s'ouvre et se referme. Il semble qu'on n'y trouve nulle trace d'intestin, seulement un intérieur totalement velu et hirsute. Cela permet aux nouveau-nés de s'y glisser quand ils ont froid. L'habit des riches est en verre souple, celui des pauvres en tissu de cuivre. Car ces contrées possèdent beaucoup de cuivre. Ils le travaillent en l'humectant avec de l'eau comme de la laine. Quant à la nature de leurs yeux, j'hésite à en parler. Je crains qu'on ne me croie menteur, tant le propos est incroyable. J'en parlerai quand même. Ils ont des yeux amovibles, qu'on peut enlever à volonté et ranger jusqu'à ce qu'on en ait besoin de nouveau. Alors, on les remet en place, et on voit. Plus d'un ayant perdu les siens en emprunte à autrui, et même certains, les riches, en ont des quantités en réserve. En guise d'oreilles, ils ont des feuilles de platane, sauf les gens qui sont nés des glands et sont seuls à les avoir en bois. Il y a encore une merveille que j'ai vue dans le palais royal. C'est un très grand miroir placé au-dessus d'un puits peu profond. Si l'on descend dans le puits, on entend tout ce qui se dit chez nous, sur la terre. Et si l'on regarde dans le miroir, on voit toutes les cités et toutes les nations comme si l'on était tout près de chacune d'elles. Moi-même, j'ai vu alors les membres de ma famille et tout mon pays natal. Me voyait-il aussi ? Sur ce point, je ne peux rien dire avec certitude. Celui qui ne croit pas qu'il en est ainsi n'a qu'à aller là-haut lui-même. Il saura que je dis vrai. Après avoir pris congé du roi et de sa cour, nous nous embarquâmes et nous gagnâmes le large. Endymion m'avait fait cadeau de 2 tuniques de verre et de 5 de cuivre, ainsi que d'une armure en lupin. J'ai abandonné cela dans la baleine. Il envoya même avec nous 1000 hippogrippes, pour nous faire escorte jusqu'à une distance de 500 stades, soit 89 kilomètres. Pendant notre navigation, nous longeâmes encore beaucoup de pays, et nous abordâmes à l'étoile du matin, juste au moment où se fondait la colonie. Nous y débarquâmes pour faire provision d'eau, puis nous embarquâmes pour le Zodiaque, laissant le soleil à bâbord et passant au plus près de sa côte. Nous ne débarquâmes pas, malgré le vif désir de nos compagnons, car le vent nous en empêcha. Cependant, nous observâmes le pays. Il est verdoyant, gras, bien arrosé et riche de toutes sortes de biens. Quand les Néphélo-centaures, qui servent comme mercenaires chez Phaéton, nous aperçurent, ils volèrent vers le bateau, mais apprenant que nous étions sous la protection du traité, ils battirent en retraite. Déjà, les hippogrippes nous avaient quittés. Nous voguâmes la nuit et le jour suivant, et vers le soir, nous parvâmes à la ville appelée Lycnopolis, ville des lampes. Nous poursuivions désormais notre croisière en descendant. Cette ville est située entre les Pléiades et les Hyades, mais beaucoup plus bas que le Zodiaque. Une fois débarqués, nous ne trouvâmes pas un seul homme, mais quantité de lampes qui couraient çà et là et passaient leur temps à l'agora et autour du port. Certaines étaient petites et semblaient pauvres. Un petit nombre, celles qui faisaient partie des riches et des puissantes, éclatantes et brillantes. Pour chacune était aménagée une maison particulière, c'est-à-dire une lanterne. Elles avaient tout un nom, comme les hommes, et nous les entendions parler. Elles ne nous firent aucun mal, et nous invitèrent même à être leurs hôtes. Toutefois, nous avions peur. Aucun d'entre nous ne se risqua à dîner ni à dormir chez elles.
Au centre de la cité se dresse un édifice public où leur archonte siège toute la nuit. Il y fait l'appel nominal des lampes. Celle qui ne répond pas est condamnée à mort pour abandon de poste. La mort consiste à être éteinte. Comme nous étions là, nous vîmes comment cela se passait, et nous écoutâmes les lampes présenter leur défense et exposer les motifs de leur retard. À cette occasion, je reconnus notre propre lampe, et je lui demandai des nouvelles de la maison. Elle me raconta tout dans le détail. Nous restâmes sur place cette nuit-là, et le lendemain, nous levâmes l'ancre. Nous naviguions déjà au voisinage des nuages. Là, nous vîmes la ville de Néphélocoxygie, Coucou les nuées, qui suscita notre étonnement. Mais nous n'y posâmes pas le pied, car le vent était contraire. On disait que son roi était Coronos, Corneille, fils de Cotuphion, Merlot. Je me souvins du poète Aristophane, homme sage et véridique, dont il est sot de ne pas prendre au sérieux les écrits. 2 jours plus tard, nous apercevions l'océan, désormais nettement, mais point de terre, sauf celles qui sont dans les airs et qui offraient une image flamboyante et resplendissante. Le 4e jour, vers midi, comme le vent faiblissait et tombait, nous descendîmes sur la mer. Quand nous touchâmes l'eau, nous éprouvâmes un plaisir et un bonheur merveilleux. Nous fêtâmes cela autant que le permettaient les circonstances, et nous jetant à l'eau, nous nous mîmes à nager, car il se trouvait que la mer était sereine et bien calme. Mais il me semble qu'une amélioration prélude souvent à de plus grands maux. En effet, nous n'avions navigué que 2 jours par beau temps, lorsque, à l'apparition du 3e jour, vers le lever du soleil, nous vîmes soudain un grand nombre de monstres marins et de baleines. L'une, notamment la plus énorme de toutes, mesurait 1500 stades de long environ, soit 266 kilomètres. Elle s'avançait, gueule béante, faisant des remous loin devant elle, baignée d'écume et montrant ses dents, qui étaient beaucoup plus longues que les phallus de chez nous, toutes aiguës comme des pieux et blanches comme de l'ivoire. Nous nous adressons donc les dernières paroles d'adieu. Nous nous étreignons, puis nous attendons. Déjà, la bête était sur nous, et d'une gorgée, elle nous engloutit avec le bateau. Toutefois, elle n'eut pas le temps de nous broyer avec ses dents. Le bateau passa par les interstices et tomba à l'intérieur du monstre. Une fois dedans, nous nous trouvâmes d'abord dans l'obscurité. Nous ne voyions rien, puis, la baleine ayant rouvert la gueule, nous aperçûmes une grande cavité, large et haute de tous côtés, assez vaste pour loger une ville de 10 000 âmes. Au milieu gisaient de petits poissons et quantité d'autres bêtes déchiquetées, ainsi que des voiles et des ancres de marine, des ossements humains et des marchandises. Au centre, il y avait une terre montagneuse qui s'était formée, à mon avis, à partir du limon que la baleine avalait. Bref, une forêt et des arbres variés avaient poussé sur elle. Des légumes étaient plantés et tout semblait cultivé. Le pourtour de cette terre était de 240 stades, soit 43 kilomètres. On pouvait voir aussi des oiseaux de mer, mouettes et alcillons, nichés sur les arbres. Sur le moment, nous pleurâmes longuement. Puis, je fis lever mes compagnons et nous étayâmes le bateau. En frottant ensemble nos morceaux de bois, nous allumâmes du feu et préparâmes un dîner avec les moyens du bord. Nous avions à notre disposition en abondance toutes sortes de poissons à manger, et il nous restait de l'eau de l'étoile du matin. Le lendemain, quand nous nous relevâmes, chaque fois que la baleine rouvrait la gueule, nous découvrions tantôt des montagnes, tantôt seulement le ciel, souvent aussi des îles. Nous sentions qu'elle se déplaçait rapidement dans toutes les directions sur la mer. Quand nous fûmes habitués à cette vie, je pris avec moi 7 compagnons pour marcher vers la forêt, car je voulais inspecter tous les environs. Je n'avais pas encore parcouru 5 stades, soit 900 mètres, que je découvris un sanctuaire de Poséidon, comme l'indiquait une inscription. Puis, un peu plus loin, une série de tombes surmontées de stèles, et près de là, une source d'eau limpide. Nous entendions également un chien aboyer, tandis qu'on apercevait au loin une fumée. Nous supposâmes qu'il y avait aussi une ferme. Pressant le pas, nous nous trouvâmes en présence d'un vieillard et d'un jeune homme qui travaillaient avec beaucoup d'application un carré de légumes et creusaient une canalisation pour l'arroser depuis la source.
à la fois réjouis et craintifs, nous nous arrêtâmes. Ils éprouvèrent vraisemblablement les mêmes sentiments et restèrent sans voix. Après un moment, le plus âgé parla. « Qui êtes-vous donc, étrangers? Des divinités marines ou de malheureux hommes semblables à nous? En ce qui nous concerne, nous étions nous aussi des hommes. Nous avons grandi sur la terre, et maintenant nous sommes devenus des êtres de la mer. Nous accompagnons la nage de ce monstre qui nous contient, et nous ne savons même pas quelle est notre condition exacte. Nous supposons que nous sommes morts, mais nous avons l'impression d'être en vie. » Je lui répondis, « Oui, nous aussi, père, nous sommes des humains, nouveaux arrivants, avalés avant-hier avec notre bateau. À présent, nous nous sommes avancés car nous voulions savoir à quoi ressemble l'intérieur de la forêt, qui paraissait fort vaste et touffu. Il semble qu'un dieu nous ait conduits pour te voir et nous apprendre que nous ne sommes pas seuls à être enfermés dans ce monstre. Mais dis-nous donc tes aventures. Qui tu es et comment tu es parvenu ici ?» Il nous répondit qu'il ne parlerait pas et ne nous poserait pas de questions avant de nous avoir fait partager les présents d'hospitalité dont il disposait. Il nous emmena dans sa maison. Il l'avait adaptée à ses besoins, avait aménagé des lits de feuillage à l'intérieur et l'avait équipé de tout le nécessaire. Il nous servit des légumes, des fruits, du poisson, et nous versa même du vin. Lorsque nous fûmes rassasiés, il s'enquit de notre sort. Je lui racontai tout, point par point, la tempête, le séjour dans l'île, la navigation aérienne, la guerre et le reste, jusqu'à la plongée dans la baleine. Le vieillard fut fort étonné, et, à son tour, il nous fit le récit de ses aventures en ces termes. « Je suis chypriote de naissance étranger. J'ai quitté mon pays pour commercer en compagnie de mon fils que voici, et de nombreux serviteurs. Je transportais vers l'Italie toutes sortes de marchandises sur un gros vaisseau, dont vous avez sans doute vu les débris dans la gueule de la baleine, bref. Jusqu'en Sicile, nous eûmes une heureuse traversée. Mais alors, nous fûmes saisis par un vent violent, et le 3e jour, entraînés dans l'océan. Là, nous tombâmes sur la baleine qui nous engloutit corps et biens. Tous les autres périrent, et nous fûmes les 2 seuls rescapés. Nous avons enseveli nos compagnons, et élevé un temple à Poséidon. Et nous vivons, comme vous voyez, cultivant des légumes, nous nourrissant de poissons et de fruits. La forêt est vaste, vous le constatez, et elle contient aussi beaucoup de vignes qui produisent un vin très savoureux. Peut-être avez-vous vu aussi la source d'eau très belle et très fraîche. Nous confectionnons nos lits avec des feuilles. Nous allumons du feu autant que nous voulons. Nous chassons les oiseaux qui pénètrent à l'intérieur, nous pêchons des poissons vivants en sortant dans les branchies du monstre, et à cet endroit aussi, nous nous lavons à volonté. Par ailleurs, un étang est situé à proximité d'une circonférence de 20 stades, soit 3,5 km, qui contient de nombreuses variétés de poissons. Nous y nageons et voguons sur un petit bateau que j'ai construit à notre usage. Et voici 27 ans que nous avons été engloutis. La situation générale est peut-être supportable, sinon que les gens de notre voisinage et des environs sont très désagréables et pénibles, insociables et sauvages. Y a-t-il donc, demandai-je, d'autres habitants dans la baleine ? Un grand nombre, répondit-il. Ce sont des gens inhospitaliers qui ont des formes étranges. À l'ouest de la forêt, c'est-à-dire dans la queue de la baleine, résident des taricanes, imprégnés de saumure, race aux yeux d'anguille, à face de langouste, combative, hardie, mangeuse de chair crue. Sur l'un des flancs, vers la paroi droite, ce sont les tritonomandettes, boucs tritons, qui, dans le haut du corps, ressemblent à des humains, dans le bas, aux poissons épais, moins méchants toutefois que les autres. À gauche, les carchinochires, pinces de crabe, et les tinocéphales, têtes de thon, qui ont conclu entre eux alliance et amitié. Le milieu est occupé par les pagourides, fils de crabe, les psétopodes, pieds de plie, race belliqueuse et très rapide à la course. Le levant, c'est-à-dire la partie proche de la gueule même, est en majeure partie désert et baigné par l'eau de mer. Pourtant, c'est là que je réside en versant aux psétopodes un tribut annuel de 500 huîtres. Telle est la contrée.
À vous d'examiner comment nous pourrons combattre tant de races et comment subsister. »« Combien sont-ils en tout ?» demandai-je. « Plus de 1000, répondit-il. »« Quelles armées ont-ils ?»« Aucune, dit-il, sauf des arêtes de poissons. »« Alors, déclarai-je, le mieux serait d'engager le combat contre eux, étant donné qu'ils sont sans armes et que nous en avons. Car, si nous les battons, nous serons tranquilles pour le reste de notre existence. » Nous prîmes cette décision et retournâmes au bateau pour faire nos préparatifs. La cause de la guerre devait être le refus d'acquitter le tribut, le terme étant désormais échu. Une députation vint de leur part réclamer la dite contribution, mais l'homme répondit avec hauteur et chassa les envoyés. Alors, furieux contre Skintaros, c'était son nom, Psétopode et Pagouride attaquèrent les premiers dans un grand tumulte. Mais prévoyant l'attaque, nous étions sous les armes et nous les attendions. Nous avions placé à l'avant, en embuscade, 25 hommes, avec ordre de se jeter sur les ennemis dès qu'ils auraient vu ceux-ci les dépasser. Ce qu'ils firent, les attaquant par derrière, ils les décimèrent. De notre côté, nous étions 25. Skintaros et son fils combattaient avec nous, et nous avancions à leur rencontre. Nous engageâmes le combat et affrontâmes le danger avec courage et force d'âme. Finalement, nous les mîmes en déroute et les poursuivîmes jusque dans leurs trous. Le nombre des tués fut de 170 chez l'ennemi, et chez nous, d'un seul, le pilote, transpercé dans le haut du dos par une arête de rouget. Ce jour-là, et la nuit suivante, nous campâmes sur le champ de bataille, et nous dressâmes comme trophée une épine dorsale de dauphin desséchée qui fut plantée verticalement. Le lendemain, ayant appris les événements, les autres intervinrent. À l'aile droite, les Taricanes. En tête, Pélamos. À la gauche, les Tinocéphales. Au centre, les Carchinochires. Les Tritonomandettes restèrent en paix, préférant ne s'allier à aucune des parties. Nous attaquâmes les premiers l'ennemi et engageâmes la mêlée près du sanctuaire de Poséidon en poussant de grands cris dont la baleine résonnait comme une caverne. Nous les mîmes en déroute, car ils étaient armés légèrement et nous les poursuivîmes dans la forêt. Dès lors, nous restions maîtres du terrain. Peu après, ils envoyèrent des héros, enlevèrent les morts et engagèrent des pourparlers de réconciliation. Mais nous n'étions pas décidés à conclure un traité. Dès le lendemain, nous marchâmes contre eux et les exterminâmes jusqu'au dernier, à l'exception des Tritonomandettes, lesquels, en voyant ces événements, s'enfuirent par les branchies et se jetèrent dans la mer. Quant à nous, nous fîmes le tour du pays, à présent vide d'ennemis, et nous l'occupâmes désormais en toute sécurité. La plus grande partie de notre temps était consacrée à l'exercice physique et à la chasse, ainsi qu'au travail de la vigne et à la cueillette des fruits des arbres. En un mot, dans une vaste prison dont on ne pouvait s'échapper, nous semblions mener une existence agréable et sans chaîne. Pendant 1 an et 8 mois, nous vécûmes cette vie. Mais le 5e jour du début du 9e mois, vers le moment de la seconde ouverture de la gueule, la baleine l'ouvrait exactement 1 fois par heure, en sorte que nous distinguions les heures en fonction des ouvertures. Vers la seconde ouverture, donc, comme j'ai dit, on entendit soudain de grands cris et des bruits confus, tels des chants de maîtres rameurs et des battements de rames. Très inquiets, nous nous hissâmes en rampant jusqu'à la gueule de la bête, et nous tenant debout en deçà des dents, nous aperçûmes le plus extraordinaire de tous les spectacles que j'ai jamais vus. Des géants d'environ un demi-stade, soit 88,5 mètres de haut, s'avançaient en voguant sur de grandes îles comme sur des trières. Je sais que mon récit paraîtra invraisemblable, je le ferai quand même. Les îles étaient allongées, peu élevées, chacune d'un périmètre de 100 stades environ, soit 18 kilomètres. Sur elles voguaient environ 120 de ces hommes. Les uns, assis à la file de chaque côté de l'île, manœuvraient en guise de rames de grands cyprès, pourvus de leurs branches et de leur feuillage. À l'arrière, à la poupe en quelque sorte, un pilote debout sur une haute colline tenait un gouvernail de bronze de 5 stades de long, soit 885 mètres. À la proue, près de 40 d'entre eux combattaient en hoplites. On aurait tout à fait dit des hommes, sauf la chevelure. La leur était un feu qui brûlait, si bien qu'ils n'avaient même pas besoin de casque, et en guise de voile, la forêt, abondante sur chaque île, était frappée par le vent. Celui-ci la gonflait et entraînait l'île dans la direction voulue par le pilote.
Un maître rameur commandait les hommes et les îles se mouvaient rapidement au rythme des rames, comme les vaisseaux longs. Tout d'abord, nous en vîmes 2 ou 3, puis il en apparut environ 600, séparés en 2 flottes. Les hommes livraient un combat naval. Beaucoup d'îles s'entrechoquaient, proue contre proue. Beaucoup étaient éperonnées et sombraient. Et celles qui s'accrochaient l'une à l'autre luttaient violemment et avaient grand-peine à se séparer. Car les hommes postés à la proue déployaient toute leur ardeur à monter à l'abordage et à tuer. Nul ne faisait de prisonniers. Au lieu de grappins de fer, ils lançaient de grandes pieuvres attachées entre elles, qui immobilisaient l'île en s'enlaçant à sa forêt. Ils se visaient et se blessaient à coups d'huîtres assez grandes pour remplir un chariot, et d'éponges larges d'un flêtre, soit 30 mètres. L'un des chefs était Éolocentaure, centaure agile, l'autre Thalassopotès, buveur de mer, et la guerre était née entre eux, apparemment pour un acte de piraterie. Thalassopantès, disait-on, avait enlevé plusieurs troupeaux de dauphins appartenant à Éolocentaure, comme nous pûmes l'apprendre tandis qu'ils s'accusaient mutuellement et se criaient les noms de leur roi. Finalement, les vainqueurs furent les hommes d'Éolocentaure, qui coulèrent environ 159 ennemis, et en capturèrent 3 autres avec leur équipage. Celles qui restaient reculèrent poupe en avant et s'enfuirent. Ils les poursuivirent sur quelque distance, puis, le soir venu, ils s'en retournèrent vers les épaves qui furent de bonnes prises pour la plupart. Ils récupérèrent aussi leurs propres dépouilles, car de leur côté, ils n'avaient pas moins de 80 îles coulées. Ils dressèrent aussi un trophée pour le combat des îles, sur la tête de la baleine, en y fixant sur un pieu une des îles de l'ennemi. Cette nuit-là, ils bivouaquèrent autour de la bête, leurs amarres attachées à celle-ci, l'ancre jetée dans son voisinage. Ils utilisaient de grosses ancres de verre bien solides. Le lendemain, ils offrirent un sacrifice sur la baleine et y ensevelirent leurs compagnons. Puis, ils prirent le large, joyeux et chantant des sortes de péants. Ainsi se déroula le combat des îles. Fin de la première partie. Histoire vraie. Απλώθηκε ο μαύρος